Donc, bonjour, je m'appelle Martin Gentil et donc je suis réalisateur de fiction et sans rentrer trop dans le détail, ça fait moins d'un an que on a créé un petit collectif avec 5-6 personnes et régulièrement on participe à des concours de court-métrage, voilà. Bon, on parlera bien sûr. Bonjour, Bénédicte Alloin, réalisatrice de documentaires, plutôt documentaires de création avec un travail d'expérimentation plastique et effectivement cette expérience sur plusieurs projets de tourner entièrement seule. Vous m'entendez? Oui. Ok, moi c'est Victor du coup, je suis réalisateur indépendant. Je suis venu ici pour vous parler d'un des projets que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle Entre les frontières. Je réalise, je fais un peu de fiction mais je fais surtout du documentaire. Et voilà, je sais pas trop comment on va virevolter un peu dans le sujet quoi, mais vous avez les bases. Bonjour, merci pour l'accueil. Moi c'est Richard Palm, je suis réalisateur de fiction et j'ai fait 2 courts-métrages. Un premier court-métrage via une production associative et un deuxième via une production plus classique. Voilà. Ok, vous m'entendez alors? Donc, en fait, on va peut-être commencer avec toi, Victor, parce que je voulais démarrer avec Rama et Pascal, parce qu'en fait, filmer seul, c'est quelque chose qui est hyper important pour leur collectif, parce que c'est visibiliser une parole qui est souvent invisibilisée, et ça rejoint un petit peu ton travail, ce que tu as fait en tout cas sur Calais. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc c'est Entre les frontières, ta série documentaire, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu en es venu à faire cette série? Ok, d'accord. J'ai combien de minutes? Non, c'est parce que j'ai pas envie de prendre la parole déjà. Alors, on a 1h30, on est 6, donc... Ok. En vrai, je pense que ça va être synthétique. Donc en fait, je fais du média activisme. Donc je fais des vidéos, je réalise des vidéos pour des associations dans des milieux divers, en fait, sur des terrains aussi bien sociaux qu'écologiques. En général, ça se rejoint. Mais là, en l'occurrence, je travaille avec une association qui s'appelle Utopia 56. Donc il y a 2 ans, j'ai commencé à suivre l'association Utopia 56 qui vient en aide aux personnes en situation d'exil, un peu partout en France, mais qui a des antennes aussi à Calais et Grande-Synthe. Donc Calais et Grande-Synthe, c'est 2 départements différents, mais c'est à 1 heure de route l'un de l'autre. Et j'ai commencé à suivre du coup les bénévoles de cette association, qui font des maraudes littorales en fait, et qui parcourent le long du littoral à la recherche de personnes qui ont essayé ou qui vont essayer de le traverser. Donc c'était un petit sujet à la base qui devait être une petite capsule d'1 minute 30 pour expliquer un peu et sensibiliser sur la question. Et c'est devenu ce documentaire autoproduit d'1h20 qui est une série documentaire donc en 4 épisodes de 20 minutes. Je propose de voir peut-être un petit extrait. Ouais. Peut-être le vidéo proche. Je sais pas, sur le vidéo proche, peut-être un petit peu. Ah, c'est dommage. Je l'ai vu à l'endroit où on était, en fait, c'est là, je pense que. Ça, c'est. Dans audio, tu peux choisir le canal sur lequel diffuser le son. C'est pas dans le visage de l'enfant, direct. Même
pas de distribution, alors on fait une distribution et après on rentre se coucher et rien ne se passe. Des nuits où du coup on a des appels de personnes qui sont en mer, c'est impossible de prédire à l'avance en fait ce qui va se passer. Allô? Il y a combien de personnes? 5 personnes? Oui, 5 personnes, 2 femmes dont une femme enceinte. C'est qui ont? Qui sont seuls, qui sont dans un hébergement. Et sans vous l'avez fait, votre femme? On a essayé et ça m'a mis sur répondeur, j'ai laissé un message, mais il n'y a pas eu de suite. مشكلة on the boat الكل. Okay? These two, okay? This is alarm phone. Ok, They will put pressure on the security to come find you. ok. Okay? Okay. En fait, pour moi, l'endroit où je travaille, c'est une zone de non-droit. C'est une zone de non-droit parce qu'il y a très peu de droits humains qui sont respectés en fait ici. Si on n'est pas au contact de eux, il n'y a personne et il n'y a rien qui nous montre ce qui se passe ici. C'est pas Ouais, en fait, c'est de l'abandon. Il n'a pas donné d'informations en plus là, je pense que t'as pas le message. Oui, j'ai pris elle. Alors, 35, c'est ça? Ouais. Including children, ouais, oui. At 5h48. Je mets quoi en objet? Détresse. Détresse quoi? Ben, on attend la suite. Et ça fait peur. Parce que je pense que cette journée va se répéter d'autres fois. Donc on verra bien, mais ouais, on essaye de rester fort et je crois qu'on a juste tous envie de partir se réfugier chez nous et d'abandonner tout, mais en fait, sinon on n'est pas là, il n'y a plus personne. Quoi. Donc on tient le coup tous ensemble pour essayer de rester ici. Donc, tu dis alors, tu pars sur le terrain pour faire un reportage d'une minute 30 et tu te retrouves happé pour une série qui va faire finalement 1h20. Ouais. Est-ce que le fait de filmer seul, là pour le coup, on sait que Utopia, c'est une association qui est plutôt méfiante, qui accueille pas forcément. Sur le... Est-ce que filmer ça, ça a été là un avantage et ça t'a permis en fait de faire cette approche? Ouais, carrément, parce que en fait, on est comme sur un milieu militant assez engagé qui refuse les subventions institutionnelles. Il y a une grosse défiance du milieu journalistique et en général à raison. Donc ça a vraiment été c'était un plus en fait, parce que je sais qu'il y a eu des équipes de tournage. En fait, moi je venais une semaine par mois pendant ça durait 8-9 mois. Et en fait, j'ai vu des équipes de tournage aussi débouler où là ils étaient 3, 4, 5. C'était plus compliqué, je pense, aussi pour les bénévoles, parce que en fait, moi, avec mon dispositif, je pouvais me gérer dans la voiture. Il y a eu des situations d'urgence en fait où j'ai vraiment pu m'intégrer aux équipes. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué si on avait été 2 ou 3 pour le faire. Et parce que oui, il y a vraiment glisser la caméra dedans. En tout cas, je pense qu'on peut filmer sur la côte d'Opale, mais en tout cas, à travers le regard de ces associations, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est devenu un peu un des leurs, quoi? C'est un peu ce principe-là, en fait, que tu voulais... Je pense que je voulais avant tout être un être humain. En vrai, il n'y a pas... je pense qu'on approche ces associations-là, il n'y a pas grand mal à s'identifier à leur travail ou à leur présence sur le terrain. Alors Rama, je vais te présenter rapidement le collectif, mais tu feras bien mieux que moi. Parce que Filmer Seul, ça fait vraiment partie de l'identité du collectif des cinéastes non alignés. Si tu peux nous dire... On est arrivé un tout petit peu en retard, on s'est perdu. Désolée. Le restaurant était un peu loin.
Donc, alors Pascal Egolo, Rama Madani, je fais court. Est-ce que tu veux un micro ou pas? Je sais pas, ça dépend de. Ça peut être pas mal, oui. Ouais. Vous voulez un micro? Voilà, donc bonjour. Oui, alors le collectif des cinéastes non alignés, EES. Donc on est des femmes, on va dire France Plus, pour faire court. C'est-à-dire qu'on a plusieurs identités plurielles. Et on est cinéaste, on est réalisatrice avant tout, on filme seul. En tout cas, il y a la solitude dans notre démarche, dans notre dispositif. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est aussi pour avoir une volonté d'être sur le terrain, mais d'une manière très, pas intrusive, mais adhérer en fait à ce que l'on filme. C'est un cinéma de l'intérieur, hein, puisqu'on raconte des histoires qui nous tiennent à cœur, ou c'est pas de l'activisme, hein, c'est d'engagement, soit humain, soit politique aussi, ou social. Et donc le collectif est né en 2016, un collectif de femmes cinéastes, et on ne fait pas que parler de cinéma, hein. On essaie aussi de créer des tables rondes, on essaie de s'associer sur des engagements, des choses qui nous tiennent à cœur, soit des tables rondes dans des festivals, comme là par exemple. On l'a fait aussi au FESPACO, on l'a fait au Maroc, tant qu'on peut. On fait aussi des pétitions. Voilà, on a fait notamment une pétition par rapport à France Télévisions et à la place de la diversité dans la diffusion dans le service public français. On sait à quel point c'est encore très en retard. Donc voilà, on essaie un peu de participer d'une manière citoyenne en étant cinéaste, pour résumer. Oui, non, en fait, sur la thématique de filmer seul, c'est aussi la question de l'urgence qui s'opère, je pense aussi, en tout cas pour ma part, par rapport au film que je fais, dans le sens où c'est des sujets qui sont assez intimistes, qui sont aussi un peu tabous, qui ont du mal à trouver des diffuseurs, qui ont du mal à trouver des producteurs, mais en même temps, on est face à l'urgence, qu'est-ce qu'on fait ? Et il faut aller avec la caméra, il faut filmer, même si on n'a pas trouvé les moyens des producteurs ou des diffuseurs pour nous accompagner, mais il y a un récit, il y a un fait, il y a une histoire qu'on a envie de raconter, elle doit se raconter dans l'urgence, et donc du coup on est quelque part, en tout cas pour ma part, obligé d'aller pour pouvoir en fait raconter ces histoires-là. Il y a aussi des personnages qui sont un peu dans l'oubli, qui sont un peu marginalisés dans les récits dont on raconte, et qui font que ces personnages, avec un certain âge, vont disparaître. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas les moyens, etc. et tout. Donc moi, c'est la question de filmer seul, elle se perd dans la question de l'urgence et aussi dans la question du financement économique. Est-ce qu'on regarde un ton film, Pascal ? Oui, on peut regarder. C'est un extrait filmé dans l'urgence qui s'appelle La fabrique des contre-récits. C'est un film que effectivement j'ai tourné dans l'urgence en Belgique par rapport au départ qui devait être un projet dans un centre d'art et du coup la ville, c'est à Strombeck. La ville est passée, est devenue dirigée par l'extrême droite, et du coup le projet du centre d'art qui était sur les questions queer et décoloniales, le directeur du centre d'art a été viré du jour au lendemain. Le projet d'exposition et le film sur lequel je devais travailler, du coup, normalement il doit y avoir une exposition annulée, mais par contre les artistes plasticiens ou vidéastes qui étaient invités, on a été rémunérés, mais l'exposition ne s'est pas faite du tout. Et ce film en fait est une trace de ce projet qui devait avoir lieu et du coup qui n'a plus du tout existé. Voilà. Qui s'appelle La fabrique des contre-récits.
c'est tout ce que j'ai. J'aime beaucoup le corps noir, le corps, notre corps, à nous tous. Il me permet d'exprimer, il porte beaucoup, c'est toute une mémoire, mon corps. Donc, pour que cette mémoire ne disparaisse pas, je l'utilise, je veux le montrer, je veux que ceux qui sont autour de moi sachent que ce corps-là fait partie d'un ensemble, d'un tout. Je ne vais pas me mettre derrière mon corps ou je ne vais pas aller emprunter un autre corps pour pouvoir parler ou dire ce que je veux dire. Ce corps est le livre, la mémoire que j'ai envie de déposer sur la place et que qui veut lire s'arrête et le lise. Que je sois maladroite, que je sois à droite ou que je le fasse bien ou pas, j'essayerai de l'immiscer dans ce qui existe déjà. Et maintenant, à ceux qui voient, lisent d'abord la couleur, d'abord la femme, l'africaine, et ainsi de suite. La visibilité, à mon avis, à moi, ce n'est pas que quand c'est net, quand c'est photo classique qu'on pose. C'est plutôt l'invisibilité qui va interpeller, qui va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ce corps-là ne s'impose pas? Pourquoi ce corps-là ne lui donne pas des gifles? Parce que on ne me permet pas d'exister, on ne permet pas à ce corps-là d'avoir une place. À chaque lutte, à chaque fois, ce corps est torturé, ce corps est renvoyé plus loin. Tu ne mérites pas, tu n'es pas à l'endroit où il faut, malgré le nombre d'années, malgré le nombre de siècles qu'on vit ensemble et qu'on ne permet pas à ce corps noir, à ce corps de femme, de faire partir des meubles. J'essayerai d'interpeller. De l'autre côté aussi, je me dis, c'est un cri aussi, mais être noir, c'est à chaque fois, on te rappelle que tu n'es pas d'ici, tu ne seras pas d'ici, et que tôt ou tard, il faudra que tu retournes d'où tu viens. Donc, définir être noir, c'est un combat. Être noir, c'est un combat quotidien. C'est une lutte, c'est accepter de qui on est et de sortir sans avoir peur. Et porter dignement son identité noire. Et être noir, pour moi, c'est lutter. Filmer seul, c'était conserver sa subjectivité et exiger sa liberté de dire. Et c'est ça qui fait peur aux diffuseurs, aux producteurs, c'est voilà, pouvoir garder et exiger sa liberté de dire et de montrer les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait. Effectivement, il y a ce que tu relates, effectivement, et moi depuis pas mal de temps que je fais du cinéma, moi je viens plutôt du cinéma expérimental, et après je suis partie dans le champ de l'art, du monde de l'art. Je suis commissaire d'exposition, mais je continue à faire des films d'art, des films expérimentaux, parce que c'est là où je trouve une certaine liberté dans ma façon de raconter, de me raconter, et de déconstruire aussi les frontières, les barrières. Et je dis souvent que je fais des objets filmiques parce que je ne rentre pas dans une cage, je ne fais pas de la fiction, je ne fais pas non plus du documentaire. Mais c'est vrai que les sujets, la manière dont en fait, j'ai envie de montrer ces récits-là, avec une déconstruction, une décolonisation, je dis toujours je porte des lunettes décoloniales quand je regarde la société dans laquelle j'officie. C'est aussi
parce que ce sont je pense que c'est comme un espèce d'effet miroir, un miroir qui moi aussi m'intéresse, comment je dialogue, je converse avec ce miroir, avec cet autre. Et du coup, il y a une forme de, je pense, ouais, c'est très compliqué, c'est très complexe quand tu ne rentres pas dans une case, surtout dans un cinéma qui devient de plus en plus formaté, de trouver des diffuseurs et des chaînes de télé. Mais par exemple, cet extrait-là de ce film, La Fabrique des contre-récits, c'était vraiment justement de trouver une écriture qui déconstruise une manière de raconter l'autre et de se dire cet autre, comment moi je vais me raconter et quel type d'écriture je vais en fait mettre en place pour créer cet effet miroir. Et j'ai l'impression que les diffuseurs, quand c'est les personnes concernées, racisées, qui décident de se raconter, ça devient problématique. Et que je pense que si c'est une autre personne, autre, qui ne fait pas partie de ma communauté, qui décide de raconter mon histoire, ou l'histoire de Hélène Amouzou, qui est une très très grande photographe belge, et qui pendant 10 ans a travaillé la chambre noire, et qui n'avait pas de papier, et du coup, toutes ces 10 ans, c'était comment être invisible, comment rester, m'invisibiliser dans une société où quand je sortais, j'avais la boule au ventre, j'avais peur d'être arrêtée parce que j'avais pas les papiers, etc. Et du coup, alors que moi, mon travail, c'est de rendre visibles ces personnes. Et du coup, cet effet miroir-là s'opère en disant, voilà, j'ai envie de raconter l'histoire de cette grande photographe qui est très peu connue. Et en même temps, elle, toute sa vie, elle a cherché à se cacher, à être invisible. Et moi, mon travail de cinéaste, c'est de la mettre dans la lumière, c'est de réparer cette histoire, surtout dans une histoire de la photographie où elle a totalement été invisibilisée. Et l'idée, c'est comment tu répares cette histoire, et cette histoire invisibilisée qui n'intéresse très peu de gens à part... Est-ce que ça peut sonner comme, je pense aussi à la démarche de Victor, un peu comme des films militants, trop militants justement, peut-être trop militants pour effectivement... créer du consensus et intéresser des financeurs ou des diffuseurs. Est-ce que toi, tu as cherché, par exemple, à essayer de vendre ton film, entre guillemets Ouais. Bon, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait un peu à l'envers, moi. Pour le coup, je suis parti la caméra à la main et j'ai filmé. J'ai essayé de démarcher des boîtes de prod qui aimaient bien le projet, mais souvent, je me retrouvais en fait face au problème que le sujet était déjà plus ou moins ficelé, j'allais dire rondelé, mais il est déjà plus ou moins terminé, quoi, et que c'était difficile pour les boîtes de prod de se l'approprier. Après aussi clairement parce que le sujet n'est pas forcément évident. Après moi, par rapport à ce que tu disais, genre est-ce que c'est trop militant et tout, tu parlais tout à l'heure de visibiliser, je pense qu'il y a un peu aussi l'idée de créer de l'empathie en fait. Donc à partir du moment où le sujet du film, c'est de réussir à créer de l'empathie envers les personnages qu'on déploie dans le documentaire, c'est plus vraiment une question politique ou militante, en fait c'est vraiment une question d'émotion, et pour le coup, peu importe finalement où on se retrouve sur l'échiquier politique, on parle vraiment d'émotion, quoi. Mais peut-être qu'il y a aussi il y a des sujets qui sont qu'on ne veut pas visibiliser en fait. On invisibilise et là en l'occurrence pour Calais, c'est un problème à double sens parce que c'est aussi bien faut pas bousculer la narration qui se fait de ce qui se passe là-bas par le gouvernement, et en même temps c'est très difficile aussi de filmer sur place parce que c'est aussi c'est à double emploi. Une caméra, ça peut aussi mettre en danger en fait les personnes qu'on filme. Et là en l'occurrence dans ce documentaire là, de passer par le biais des associations, pour moi c'était plus évident parce qu'on parlait encore à cette époque de déporter toutes les personnes qui rentraient illégalement en Angleterre, au Rwanda, sans regard du pays d'où elles venaient. Donc en fait, c'est compliqué à partir du moment où tu dis que les propres images que tu fais sur le terrain, en fait, elles peuvent être utilisées contre les personnes que tu filmes. J'ai un peu dévié, mais je voulais juste parler d'empathie. En fait, par rapport à ta question, la frontière, elle se trouve où la frontière quand tu parles de films militants?
à partir de quels critères, à partir de quel moment l'autre, le regard de l'autre, juge que ton film est militant. Alors que toi, qui es de l'intérieur, tu penses que ce film-là, il n'est pas militant parce que tu as une relation, tu construis une relation avec ton personnage et que pour toi, cette histoire-là, elle est importante et tu as envie de la partager avec le public et en même temps prendre soin de son histoire, prendre soin des personnages ou du personnage avec lequel tu écris cette aventure, cette histoire. C'est toujours cette question qui, moi, m'interpelle toujours et à chaque fois, j'essaie de questionner les diffuseurs ou le producteur, qui regarde quoi sur qui. Et du coup, c'est pour ça que je posais la question, à quel moment le diffuseur, le producteur ou le public va trouver que ce film est trop militant ou pas assez militant. Voilà, la frontière, elle se trouve où? Alors, je suis d'accord avec toi. Souvent, on parle d'une certaine distance. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie non plus. Hein. Je te dis ça. Voilà, on peut en parler ensemble. Mais c'est vrai qu'on parle de cette fameuse distance avec son sujet. Or, parfois, je suis d'accord avec toi, on est complètement engagé, complètement pour en sortir le meilleur film possible, projet possible. Je sais que c'est un peu suspect aussi. On trouve ça, parfois, effectivement, diffuseurs, producteurs, trouvent ça un peu suspect quand on n'arrive pas à inscrire une certaine distance. Et tu as raison de le dire. Qu'est-ce que c'est, effectivement? Comment mesurer cette distance? Je ne sais pas si Rama, toi, tu peux rajouter quelque chose sur je sais pas, moi je règle le problème assez vite. Un cinéma engagé, c'est un cinéma engagé. On est engagé ou on l'est pas. Donc moi je me pose pas trop de questions. En fait, c'est vrai que c'est des sujets qui dérangent. À partir du moment où le sujet dérange, c'est qu'il est engagé. C'est pas sorcier. Hein. Il y a des cinéastes qui sont engagés et d'autres qui ne le sont pas. Mais parce qu'on préfère raconter des comédies, parce qu'on préfère raconter des histoires d'amour. Et encore, même les histoires d'amour, elles peuvent être engagées selon comment voilà, quel personnage, quelles caractéristiques, etc. Pour moi, le cinéma engagé, heureusement qu'il existe encore, et il faut faire du cinéma militant, et encore plus aujourd'hui. Enfin, moi, je me dis cinéaste engagé parce que c'est ce qui m'a poussé à faire du cinéma. Et s'il n'y avait pas le cinéma engagé, je pense que ce serait un peu triste. Le cinéma serait... Voilà, on n'aurait pas de point de vue, pas de subtilité, il faut plusieurs opinions, et à partir du moment où on sort de ce qui est formatage, surtout aujourd'hui, tu disais que le cinéma était formaté, il l'est de plus en plus, et je sais pas, peut-être qu'il a toujours été, il y a toujours eu des cinémas engagés, enfin surtout en France. On a vu quand il a fallu faire des films sur la guerre d'Algérie, par exemple, il y a des cinéastes dont on n'a jamais vu le film. On les a découverts des années après. Et c'est vrai que à l'époque c'était risqué et c'était ça le cinéma pour eux, c'était pas autre chose. Ils ne se sont pas dit, voilà, est-ce que je fais du cinéma engagé ou pas? Ils ont pris, c'est comme aujourd'hui, des Palestiniens qui... Dans l'urgence, ils prennent la caméra. Voilà. Moi j'ai vu dernièrement No Otherland, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est magnifique. Les 4 activistes qui décident de faire un film ensemble en Cisjordanie pour dénoncer les démolitions. Ils ne se posent pas la question, ils le font parce que c'est vital à un moment donné où il faut en parler, parce que la parole, elle est inexistante et on nous interdit même d'en parler. Donc à un moment donné, moi je règle ça comme ça, parce que peut-être je suis moins dans l'expérimental, et encore. Mais c'est vrai que on est militant, en mon sens, quand ça dérange. Voilà. Je rajoute ouais, c'est peut-être aussi ce qu'on appelle militant, c'est aussi nos imaginaires et des endroits dont on parle. En fait, peut-être que ça peut se transcrire dans la forme filmique, parce que je pense aussi que malgré le sujet, en fait, ce qui m'en pense, c'est surtout aussi la forme, la façon dont on va en parler. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sujet politique et le maquiller sous une grosse couche de divertissement et réussir à faire passer le message. Ça reste. Par exemple, Charlie Chaplin. Oui, parce que moi, je suis fan de comédie musicale de Broadway, mais enfin, je sais pas, il y a un truc très niaiseux qu'on trouve sur la comédie musicale queer, enfin queer de Broadway. Moi, en vrai, je suis assez fan parce qu'il y a des façons très subversives de glisser des sujets ultra grinçants à travers la chanson et la joie. Moi, je pense que c'est peut-être plus ce qui dérange des fois, c'est de quel imaginaire on déploie et dans quelle proportion en fait il peut être transgressif par rapport à l'imaginaire commun ou en tout cas normatif, quoi. C'est peut-être plus ça en fait, le décalage qu'on peut sentir entre l'imaginaire qu'on expose dans un film et celui des personnes qui le regardent. Et ouais, je peux vous dire. On
en préparant la table ronde, tu parlais du fonds émergence, on parlait un petit peu du fonds émergence à Pictanovo, et tu disais, oh combien il avait été important justement, ce fonds, toi qui as connu Pictanovo il y a très longtemps, et tu as assisté un petit peu justement à la création de ce fonds. Et justement, c'est Cinéma Engagé, puisque c'était un collectif de cinéastes qui ont filmé le mouvement ouvrier, et le fameux Pictanovo, qui était avant le CRAV, a existé tout de même grâce à ces militants qui ont accompagné les mouvements ouvriers. Donc oui, le cinéma est en lien bien sûr avec ce qui se passe au quotidien, avec le politique dans la rue, et heureusement, on est là aussi, on n'est pas là pour uniquement se faire plaisir, on est là aussi pour accompagner des mouvements. Il y a le mouvement des Gilets jaunes aussi, enfin, c'est vraiment, on est là aussi pour raconter le social. On n'est pas là, enfin moi en tout cas, moi mon cinéma il n'est pas là uniquement pour me faire plaisir, il est là pour soit dénoncer ou pas, mais en tout cas pour accompagner les mouvements. Et le fonds émergence, qu'on appelait à l'époque le petit fonds, c'est grâce à ça que moi j'ai pu démarrer mes films, où on pouvait louer, les associations pouvaient louer du matériel, monter, etc., avoir un fonds d'aide aussi, sur des sujets très intimistes, ou en tout cas ça nous a permis à tous de démarrer grâce à ces réalisateurs qui pour la plupart ne sont plus là. Je pense notamment à Christian Deleuil, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, Christian Deleuil qui a filmé Les Hauts Fourneaux. Voilà, il a eu du prix à la Charnière, le festival à la Charnière, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à Lille aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des cinéastes qui ont permis à Pictanovo d'exister. En tout cas, ce fonds émergence, il existe encore aujourd'hui. Et ici, on a plusieurs cinéastes qui ont réussi à faire leur premier film, notamment grâce au fonds émergence. Alors, on va passer un peu du coq à l'âne en parlant un petit peu de la fiction. Toi, Richard, par exemple, c'est le fonds émergence t'a aidé, t'a permis effectivement de faire ce premier film, un premier film, en tout cas avec des contraintes, aussi une petite équipe. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton premier court-métrage ? Moi, je sortais de la fac d'art d'Amiens. J'ai fait une licence d'art du spectacle à Amiens. Ensuite, j'ai pratiqué dans une association audiovisuelle. Et c'est là, en parallèle, que j'ai commencé à écrire mon premier court-métrage. Et c'est avec des anciens collègues de la fac qui ont monté leur propre asso qui s'appelle Buffilm, qui s'appelle toujours Buffilm, parce que je crois que c'est encore en activité. Et comme c'était leur premier projet de fiction qu'ils voulaient développer, et moi, mon premier projet de fiction en tant que réalisateur, on a sauté ensemble un peu dans le grand bain. Et grâce au fonds émergent, justement, on a pu y aller ensemble sans avoir trop peur, parce que c'était justement un fonds qui est pas très grand par rapport à peut-être des productions plus classiques en court-métrage, avec des budgets plus importants. Mais c'est rassurant, parce que du coup, il y a moins de pression peut-être d'une certaine façon, et plus de liberté dans la création, que ce soit dans l'écriture ou même dans toutes les étapes de fabrication. Donc on a carte blanche d'une certaine façon. Et avec le court-métrage, ça va avec la façon d'expérimenter une pratique, étant donné que c'était mon premier film. Du coup, malgré toute la pression qu'un premier film peut avoir, moi je me sentais plutôt à l'aise, notamment de travailler avec une équipe réduite, où je connaissais plus ou moins tous les acteurs de la région, parce que ça fait aussi travailler économiquement les acteurs de la région, tous les techniciens et techniciennes. Et donc voilà, c'était familial, et puis en fait, malgré le chaos que peut engendrer un tournage, on a sauté tous ensemble dans le grand bain, et c'était plutôt chouette. Alors tu dis une carte blanche, comment tu t'es saisi de cette carte blanche? Qu'est-ce que tu t'es permis des choses moi à la base, en fait, quand je l'ai écrit, je pensais que j'allais le faire même si j'avais aucun moyen. Donc dès l'écriture, dès l'imagination de l'écriture, je m'étais dit, voilà, s'il n'y a personne qui m'accompagne, si j'ai pas d'argent pour faire le film, pour le fabriquer, je le ferai d'une certaine façon, coûte que coûte. Et donc l'écriture m'a amené à ça, pour pouvoir, je m'étais dit, comment raconter l'histoire de la fiction avec vraiment le minimum, un décor, 3 personnages. Est-ce qu'on peut raconter une histoire plus ou moins intéressante autour de ça, avec très peu de moyens, presque théâtral en fait. Et en fait, ce cadre-là dès l'écriture m'a permis d'avoir une certaine liberté ensuite, avec mon équipe, avec mes comédiens, et d'expérimenter sur le plateau aussi, d'avoir plus de temps pour
pour partir ailleurs de ce que j'avais prévu à la base. On va faire un extrait? Alors par contre là c'est le deuxième film. Ah bon d'accord. Excuse-moi, Mais ça n'a rien à voir. Désolé. l'heure. Et je peux contextualiser le deuxième film vite fait peut-être. Ouais. Je sais pas si Alors c'est... par contre ça a été fait en plus long, ça a été fait avec plus de moyens pour le deuxième film. Alors avec plus de moyens mais pas tant que ça. C'est une production plus classique, du coup il n'y a pas de fonds associatifs, mais il y a peut-être 10 000 € de plus quoi. Enfin, là le deuxième il est fait avec 30 000. D'accord. Donc Alors ça reste des conditions un peu des équipes légères, de ouais la voilà. souplesse, Ça reste de l'imprévu et du... Mais par contre sur l'écriture, tu avais plus de contraintes ou tu t'es senti libre aussi également comme pour le premier film? Bah alors pour le coup je me suis senti libre aussi parce que je suis parti avec une production plus classique. Mais quelque part, ils commençaient aussi dans leur pratique. Ils avaient fait un documentaire, c'était leur première fiction. Donc du coup, j'ai pas subi la pression peut-être qu'on peut subir en tant qu'auteur, du poids entre la production et l'auteur. Et comme on était plus ou moins sur un pied d'égalité en termes d'expérience, ça s'est très bien passé parce qu'on apprenait ensemble aussi. Voilà. On regarde un extrait de ton deuxième film. Encore t'es gentil. Super. Ah, désolé, hein, tu m'as sûrement venu manger chez ta mère. Je vais pas pouvoir finir ma journée si on me voit avec toi. C'est pas le rêve, mais sans ce costume, il n'y a même pas de lentilles. Ok? Je pourrais pas t'acheter de cadeau pour Noël. T'as déjà fait ta liste? T'inquiète, j'ai besoin de rien. Et je mange pas mieux chez maman. Elle a pas le temps. Excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir fait mal. J'aurais jamais dû te pousser, tu entends? Je suis ni sourde ni muette. Il y a un jeu de société pour Noël. Ça te brancherait pas? Par exemple, un petit Monopoly. C'est toi qui aimes ça, papa, les jeux de société. Pas moi. Les parties sont interminables. Quoi? Dis que tu sais pas jouer, c'est tout. Terminé. Attention du Monopoly. Le stress d'avoir une maison, qu'on tombe chez toi, d'aller en prison, le parc. Non mais le parc, franchement. Non, c'est incroyable. Et dis-moi, quand t'as acheté toutes les ruches, tu fais quoi? Ah, je sais pas. Tu profites. Ouais, super. Et je dois me cacher où maintenant? Richard, on se retrouve avec une petite équipe en fiction. Ça change un peu le rapport. Martin, toi, tu peux comparer parce que tu as fait les deux. Ça change un peu le rapport avec les autres, avec les acteurs. On a un contact comme ça plus intimiste avec l'équipe. Alors avec l'équipe, oui. Les acteurs, ça dépend avec qui on travaille en vrai. Parce que finalement, je vais dire c'est ceux qui en font le moins, mais non mais ils sont un peu, ils sont là, mais c'est différentes dynamiques. Enfin la dynamique de l'équipe, nous on voit tout, en coulisses tout ce qui va pas, tout ce qu'il y a à gérer, comment on peut rattraper les choses, même les moments qui vont bien.
les acteurs et les actrices sont un peu épargnés de ça. On les épargne de ça parce que justement il faut les préserver pour leurs personnages et puis pour qu'ils puissent donner au moment où on a besoin d'eux tout ce dont on a besoin. Donc du coup ils sont pas dans le dans le secret un peu. Mais avec l'équipe, ouais, ça change. Il y a c'est comme on est très petit, c'est soit on est très soudés, ou soit justement comme il y a le côté familier, ça peut aussi aller à l'inverse. C'est-à-dire que comme on doit être couteau suisse et avoir plusieurs postes, plusieurs casquettes en même temps, même si chaque département quand même a sa liberté pour créer et s'exprimer. C'est ça aussi qui est plus sympa avec une équipe réduite, c'est qu'on peut laisser la liberté avec à différents départements comme le décor, enfin voilà, les accessoiristes, pour pouvoir avoir le temps de faire bien leur métier. Mais sinon c'est à double tranchant, c'est soit ça se passe très bien, ou soit justement le côté familier peut engendrer peut-être des fois des conflits mais qui se règlent toujours assez vite en général parce qu'on a peu de temps, donc tout le monde se rend compte qu'il faut quand même finir le film, on réglera nos problèmes après. Donc toi tu as réussi à contraindre ton écriture finalement pour réussir à faire des films avec peu de moyens et avec des petites équipes quoi. C'est ça. Donc tu manques de rien finalement. Et manquer de rien, du coup, oui, je le prépare dès l'écriture, parce qu'en connaissant un peu justement les différents guichets de financement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, du coup, on peut anticiper finalement les moyens qu'on va avoir dès l'écriture, et peut-être adapter déjà au scénario comment raconter une histoire, être efficace en très peu de temps, avec peut-être un décor, enfin là c'est encore un huis clos, quelque part dans le deuxième, par la scène d'extérieur avec le toit. Et comment on raconte en très peu de temps un huis clos, une histoire qui peut être intéressante ou développer une thématique, peut-être pas plus, mais des choses comme ça. Voilà. Bénédicte, toi aussi, tu fais recours à ce fonds émergent justement dans ta pratique de documentariste. Tout à fait, Caroline. Est-ce que tu as fait notamment le film sur le planning familial, alors tu n'étais pas seule, tu avais choisi d'avoir un preneur de son avec toi. Alors voilà, peut-être pour revenir au sujet qui était filmé seul, effectivement, il y a des films pour lesquels j'ai en partie filmé seul, mais j'en suis aussi un peu revenue, notamment sur ce film du planning familial, j'ai commencé seule. Et après j'ai fini seule avec un preneur de son. C'est quand même difficile seul d'assurer une qualité technique et audio qui est vidéo et audio qui est satisfaisante. Alors a fortiori dans une interview, être avec la personne dans un échange, un dialogue, une vraie écoute, de rebondir sur ce qu'il ou elle dit, plus cadrer, plus prendre le son, moi à titre personnel j'ai trouvé que ça faisait trop pour moi. Néanmoins on était dans un espace très exigu, donc dépasser 2 personnes aurait posé problème, et je pense que c'était important que je ne me pose pas en tant que réalisatrice avec en plus quelqu'un au cadre, quelqu'un au son, parce que si ça s'est bien passé dans ces moments du planning familial qui sont des moments très intimes d'entretien pré-IVG, c'est aussi parce que en tant qu'équipe nous on était en train de faire, moi sur ma caméra, le preneur de son sur son matériel son, et on laissait évidemment l'action se dérouler, on n'allait évidemment pas intervenir dans cet entretien pré-IVG entre une femme enceinte qui voulait avorter et une conseillère du planning familial. Et aussi, on était occupé à quelque chose. Il y avait personne qui était juste en train de regarder en tant qu'observateur, observatrice. Donc être à un poste technique et ne pas être juste en tant que réalisatrice, moi, m'a semblé être le bon endroit pour pouvoir justement laisser se dérouler le réel sans que la personne se sente observée. Et après, sur d'autres projets, j'ai aussi tourné, par exemple, en hôpital. À un moment, on est dans des couloirs où des gens travaillent. On ne peut pas bloquer un couloir où peut-être un brancard va passer. Donc à un moment, être juste avec une caméra et pouvoir très vite être mobile, c'est aussi un énorme avantage pour ne serait-ce que pouvoir tourner dans ces lieux-là. Et après, les autres avantages, parce qu'après on ne va pas se mentir, c'est ce qu'on des questions de budget quand même, de filmer seul. C'est quand on est dans un temps de recherche un peu plastique, emmener une équipe en plus de soi, donc déjà financièrement c'est très compliqué. Et puis finalement, quand on ne sait pas exactement ce qu'on vient chercher, c'est plus difficile d'embarquer d'autres techniciens pour faire quoi en fait. Comme on ne sait pas encore, c'est difficile de transmettre à une équipe ce qu'on souhaite réaliser. Voilà, c'est un peu sur les enjeux filmés seuls, donc c'est assez limite technique, mais c'est aussi des possibilités d'expérimentation, de temps sur place, et puis d'accéder à des espaces. Quand tu disais une voiture, c'est sûr qu'une voiture, au-delà de 2 techniciens, c'est un petit peu compliqué, quoi. Est-ce que parfois tu ne te fais pas justement dans cette démarche de réaliser en faisant finalement et d'écrire en tournant,
Est-ce que tu ne te fais pas un peu happer par le réel parfois? Est-ce que parfois tu ne manques pas un peu de recul par rapport à ce que tu tournes, ce que tu filmes, ce que tu viens chercher, ce que tu veux écrire finalement après avec le film? Alors je ne le fais pas sur tous les projets. Il y a des projets où je travaille avec des équipes et des projets où je travaille toute seule. Je pense qu'il y a une question aussi de quoi le projet a besoin techniquement. Et après, typiquement sur un entretien pré-IVG qui était vraiment, la personne était vraiment bouleversée, on n'emmenait pas large en sortant de là avec le preneur de son, mais en fait, pendant l'entretien, à part changer 2-3 fois de focale pour que ce soit montable, j'ai pas grand chose à faire. Après, ça se travaille au montage, donc voilà. Mais oui, sur des entretiens, par exemple, ça me semblerait effectivement compliqué d'être 100% seul. Voilà. Je pense que ça s'adapte selon les projets. Je pense avoir un extrait de ton travail, notamment peut-être là où tu vas chercher de l'expérimentation, là où ça te permet d'être peut-être... Franchement, il n'y a pas de repos à l'hôpital. Quand on est dans un lit à l'hôpital, on ne se repose pas. Il y a des passages d'infirmières tous les 4 heures, la nuit notamment. Il y a des bruits de l'hôpital, même si c'est un peu feutré la nuit. Les pimes c'est chiant. Arrivé chez moi, je les entends encore. Les pimes c'est chiant. Les pimes c'est chiant. Arrivé chez moi, je les entends encore. Les pimes c'est chiant. Les pimes c'est chiant. Arrivé chez moi, je les entends encore. Les pimes, c'est chiant. Les pimes, c'est chiant. L'hôpital, c'est pas cool pour le repos. C'est difficile parce qu'on s'arrête jamais et pour autant, on rentre dans la chambre, on ferme la porte. Si le patient voyait l'envers, il dirait mais c'est juste pas possible. Parce qu'en fait, elle a pris tout ce temps pour moi, alors qu'après, une fois que la porte est refermée, c'est bon, elle est partie à faire plein de 3000 trucs, quoi. Et on essaie, une fois que la porte est fermée, de... Je vais jamais foutu une chambre directement. Donc je suis en train de bureau des requêtes, parce que tout le monde vient aussi de savoir où elle est. On fait la liaison entre le secteur de l'urgence et tout le chariot. La liaison entre la cuisine et justement les étages. En fait, on passe nos journées soit dans le champ, soit dans le couloir. Position statique, je bouge pas. Comme une fourmilière, on ne s'arrête jamais en fait. Commencer à bouger dans tous les sens, ça n'a pas de sens, quoi. Non. Oui, l'hôpital de Tourcoing, bonjour. Quel numéro de chambre, monsieur? De rien, madame. 45 0. Votre numéro de chambre. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Voilà. Donnez-moi le nom de la personne, s'il vous plaît. L'hôpital de Tourcoing, bonjour. C'est la chambre 380. De Tourcoing, bonjour. Monsieur. Oui, c'est pas Elle est en gynéco, c'est 380. Ah oui, dans le total 60,99. Ok. De rien. Analyse du rythme cardiaque au cours. Et la démarche HACCP, La salle de plate, la salle de suture, la salle de déchocage. qui tient un PMS, c'est un plan de maîtrise sanitaire. Et ensuite le secteur du HCD. Le plan de maîtrise sanitaire, ça correspond à la démarche HACCP. Il faut essayer des isolements, masques, gants. Comme vous avez pu le voir, port du masque de la Charlotte, des gants comme dans les parties médicales. Alors ce film, explique-nous, mais Oui, alors c'est un ciné-concert documentaire, donc là c'est des extraits en vrac, mais on constate quand même bien qu'à un moment, quand on est devant la porte de la salle de déchocage, si on ne peut pas dégager rapidement le passage parce qu'on est en équipe très légère, on risque de juste pas avoir le droit de tourner parce qu'il y a quand même des gens, c'est un lieu de travail, qui n'aiment pas trop qu'on vienne faire un peu les marioles dans leur hôpital. Donc si on veut être bien reçu, il faut aussi savoir se faire tout petit et très discret. Et il y a eu ce choix sur ce projet dès le départ de dissocier le travail de son et d'image, ce qui permet là aussi de travailler seul, parce qu'on allait travailler avec des soignants des patients et des personnels de l'hôpital non médicaux, y compris des patients en service VIH-Sida, en service addicto, et donc on a pris parti tout de suite d'être sur de l'audio pour préserver l'anonymat et que les gens acceptent plus facilement.
mais aussi pour que les catégories soignants, personnel non médical et patients, familles de patients ne soient pas identifiées en fait, puisqu'on les entend qu'en audio, on ne sait pas finalement qui parle et ça fait un grand discours commun. Mais voilà, donc j'ai travaillé en dissociant le travail de son et d'image, ce qui a permis de travailler de manière très solitaire, des fois sur un mode d'errance en fait, et de collecte dans cet hôpital qui nous avait ouvert ses portes dans l'ensemble de ses services. Donc toi, ça t'a permis de vagabonder finalement, de chercher, de vagabonder et de trouver une forme. Tu l'as trouvé finalement en filmant presque. Oui, voilà, on avait des thématiques et ça c'est un travail qui s'est beaucoup fait au montage en collaboration avec un auteur, Florian Zakimela. Est-ce qu'on a besoin d'un regard? Filmer seul, c'est aussi souvent être seul. Tu parles de solitude, toi, Rama. Est-ce que c'est quelque chose qui te contraint, cette solitude? Est-ce que c'est quelque chose qui parfois fait mal, empêche d'avancer, cette solitude de l'auteur, du réalisateur? Je pense que dans le documentaire, ça s'est toujours fait. C'est-à-dire qu'en tant que documentariste, c'est vrai qu'on a intérêt à avoir cette confiance avec les protagonistes. Parce que si on n'a pas ça, on est repoussé en fait, on ne peut pas filmer et on ne peut pas, comment dire, évidemment il y a la relation filmant-filmé, mais de tout temps, un documentariste quand il arrive sur place, il faut qu'il ait l'adhésion de la personne qui est filmée. Donc moi ce que j'ai appris à faire, c'est un peu risqué, c'est de même solliciter le filmant pour qu'il fasse partie de mon équipe, en fait. Donc c'est plus ce dispositif que j'ai appris à faire. C'est-à-dire, oui, je suis seule, par la force des choses, pas forcément économique. Hein. Moi, c'est cette relation de filmant-filmé qui me semble importante, parce que mes premiers films, j'ai eu une mauvaise expérience, en fait, où c'était trop statique, c'était trop institutionnel, c'était pas quelque chose qui me ressemblait. Et je me suis retrouvée embarquée dans quelque chose c'est pas ça que je voulais faire, quoi. Donc, je suis partie seule et je pense que grâce aux premières caméras, on a eu cette possibilité. Les caméras numériques qui étaient beaucoup plus légères, et puis aussi grâce à un réalisateur qui s'appelle Denis Gerbrand, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui lui a conçu un système technique où on pouvait partir seul, caméra, son. Il a créé un dispositif avec un laboratoire. Et puis il est parti seul. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment motivée. C'est quand j'ai vu les films de Denis Gerbrand, je me suis dit, bah oui, c'est possible. Cette légèreté que je cherchais, c'était possible. Donc j'ai fait, effectivement, j'ai fait un premier film seul. Qui te ressemble? Oui, enfin, c'est pas que ça me ressemblait ou pas, c'est qu'il n'y avait pas cette lourdeur d'une équipe où le caméraman, il faut qu'il aille faire pipi, où il fallait quand même aller rapidement filmer parce qu'il y avait une urgence. C'est bête à dire, hein, mais c'est ça, c'est de cet ordre-là, quoi. Il y avait cette lourdeur aussi de cadrage, de où est-ce qu'on pose la caméra. Enfin, il y a des moments où... Et puis même quand j'ai travaillé avec une équipe pour un autre de mes films, j'ai toujours une deuxième caméra, en fait. J'ai appris à avoir cette roue de secours où quand l'équipe n'est pas là, parce qu'elle fait une pause, moi j'ai ma caméra et je ne vois pas ce que j'ai envie de filmer. Donc cette espèce d'indépendance et d'autonomie, moi c'est ma force, parce que je pense que le réalisateur ou la réalisatrice, en l'occurrence là, avoir une équipe aussi masculine, c'est quelque chose qui, moi, sincèrement, m'a énormément interrogée et qui continue de m'interroger. C'est comment est-ce qu'un regard féminin peut être raconté à travers un regard masculin? Est-ce que c'est le même regard? C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était pas quelque chose dont on parlait. C'est évident qu'une femme réalisatrice, quand elle part sur les routes, avec une équipe masculine, comment est-ce que son regard va être fidèle? Comment est-ce que son point de vue va être fidèle? Donc cette solitude, que j'assume, hein, parce que c'est pas évident, finalement c'est devenu une force.
Et en quoi c'est pas évident, toi, par exemple, Victor, sur le terrain, c'est un terrain difficile. Est-ce qu'on ne se décourage pas plus vite quand même quand on est finalement attendu, quand on est tout seul, quand on n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas cette difficulté-là, en fait, quand on aborde certains projets? C'est pas le premier projet en fait où je m'embarque solo. On en a pas parlé, mais j'ai bossé là sur un 52 minutes qui n'est pas encore sorti, mais qui suit un couple hétéro qui essaie d'avoir un enfant après 5 fausses couches. Et en fait, je les suis pendant un an ou deux à travers leur parcours. La thématique de fond étant le deuil des fausses couches. C'est pas un sujet facile non plus, mais en fait, moi, c'est un peu, j'y vais un peu avec mes tripes pour le coup. Quand je ressens, quand je vois que ça me prend, j'y vais, quoi. C'est sûr qu'il y a des moments moins évidents, mais dans l'urgence aussi du sujet, des fois, ça devient, je sais plus qui c'est, qui parlait de nécessité. Tout à l'heure, il y a quelque chose d'un peu nécessaire. Après, voilà, moi, en l'occurrence, pour caler, parce qu'on parlait de dispositifs, pas d'argent, machin, une seule caméra. En fait, j'ai un camion aménagé, du coup, je vais sur le parking de la maison des bénévoles de l'asso d'Utopia 56. Donc, à côté de tous ces moments-là sur le terrain qui sont durs, il y a aussi des moments de rencontre, en fait. C'est surtout ça, je pense, moi qui m'a porté, c'est les rencontres humaines qu'on voit des deux côtés, et dont j'ai envie de raconter, quoi. Donc, oui, c'est sûr, des fois, il y a des sujets difficiles et ça fait mal, mais au moins, on sait pourquoi on le fait, quoi. Effectivement, il y a des solutions techniques pour filmer tout seul, puis après, il faut être un peu inventif. Moi, je me suis retrouvée avec le problème du preneur de son homme dans des consultations gynécologiques type pose de stérilet. Bon, évidemment, c'était un peu délicat qu'il soit avec nous, et la patiente et le médecin. Alors, on a mis une install fixe avec des micros sur pied un peu planqués, on a passé les câbles son sous la porte et il est resté dans la salle d'attente à faire son boulot technique, mais pas directement avec nous. Donc voilà, il faut aussi se dire qu'une équipe, et selon les circonstances et les moments du tournage, ça se recombine et il faut être un peu souple. Et toi, parfois, tu parlais de contraintes techniques aussi, ça fait un peu... ça t'a un peu pesé quand même, ces contraintes techniques, ça t'a un peu pesé dans ta façon de faire Non, parce que, en fait, je sais pas, je pense que c'est ce que tu viens de résumer, c'est-à-dire qu'on est là. On a envie de... je veux dire, c'est pas simple de faire un film et de choisir d'être cinéaste. On le fait ou on le fait pas. Et quand on le fait, moi je me suis formée. Par exemple, tu parlais du fonds émergence. Il y a aussi les formations au CRAV à l'époque. Donc je me suis formée à la prise de vue. Bon, le son, je venais du son. Moi, j'ai fait de la radio pendant des années, donc j'ai commencé avec du documentaire en bio sur le terrain. Donc, j'ai fait beaucoup de photos. Donc, la caméra est arrivée, c'était une évidence. Et j'ai continué à me former. Donc, le côté technique. Et puis, j'ai eu de la chance, en fait. C'est vrai que je parlais de ce film que j'ai un peu raté au départ parce que le technicien ne comprenait pas trop ce que je voulais. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, bon écoute, il y a les premières caméras numériques qui arrivent, voilà, et qui m'a montré comment, puisqu'il voyait que j'avais cette volonté de vouloir faire seul. Donc j'ai quand même, comment dire, là, tout à l'heure tu disais la subjectivité, et non, c'est une grande liberté, et ne pas subir, c'est pas le fait que le regard de l'autre n'est pas important, c'est que c'est moi la cinéaste, c'est moi qui ai envie de raconter, c'est avec mon point de vue, c'est avec mes histoires, c'est avec ma sensibilité. C'est crucial d'avoir une sensibilité et d'y aller, d'avoir quelque chose dans le ventre, et je veux faire ça et je ne veux pas faire autre chose. Mais comment le raconter, comment l'expliquer à ton technicien? Dans l'instant, il faut avoir une espèce d'alchimie importante. En fait, cette alchimie, on ne la trouve pas partout, on ne la trouve pas tous les jours. Donc, voilà, moi je trouve que c'est important de raconter de son point de vue. Et mon point de vue en moi, en tant que femme racisée, femme de la diversité, sur des sujets qui me tiennent à cœur, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre s'en empare. Donc, c'est tout. On va peut-être revenir un petit peu à la fiction par rapport au... Toi, Martin, tu me disais justement qu'avec
voilà, entre deux projets financés, plutôt financés en tout cas pour tes courts-métrages ou pour des séries. Tu as monté une petite équipe. Avec cette petite équipe, tu fais des films autoproduits parce que ça te permet d'aller vite et parce que ça te permet aussi de raconter des choses que tu n'aurais pas forcément racontées voilà, t'aventurer dans des histoires que tu n'aurais pas forcément été avec des courts-métrages un peu plus formalisés. Explique-nous cette démarche. Pour toi, tu l'as mise au point. Comment? À quoi elle te sert exactement? En fait, quand on développe des projets dans le schéma classique avec une boîte de production, forcément le développement est plus long, il peut y avoir beaucoup de réécriture, on est en attente des commissions, tout ça, etc. Et donc on bosse sur différents projets, et voilà, dès qu'il y en a un qui mord à l'hameçon, hop, on se met à fond dedans. Mais finalement, en fiction, on tourne quand même assez rarement en fait. Et je me suis fait le constat, en fait j'étais jury sur des 48 heures pendant 2-3 ans, et en fait à chaque année je me disais, mais en fait c'est génial ce genre de concours à contrainte, tout ça, parce que c'est une espèce d'énergie. Et donc ouais, il y a une petite année là, j'ai dit au jury, moi cette année je vais participer avec des potes. Et mine de rien, là, en moins d'un an, on a tourné, je dirais, 8 courts-métrages qui se font dans des temps sur une journée, du 48 heures, enfin voilà. Avec maximum, on est 6-7 maximum. Et avec à chaque fois, on essaye d'inviter ce qu'on appelle un ou une guest, qui est acteur, actrice en région, avec qui on n'aurait pas forcément l'occasion de travailler aussi. Donc ouais, et notamment comme c'est souvent ça part de concours, en fait le thème, on nous impose un thème, on nous impose des contraintes, donc en fait on se retrouve à écrire des choses et à faire des films en fait qu'on n'aurait jamais fait parce que c'est des thèmes où on se dit non, moi j'ai rien à dire là-dessus, et puis en fait un moment on s'inscrit avec l'équipe, puis il faut faire un film, donc on y va. Voilà, c'est un peu. Puis ça permet d'être dans une énergie créative. On va regarder ton cours. Lui qui est co-réalisé avec Paul, qui est présent dans la salle. Ça t'ennuie un peu. T'inquiète pas, si tu t'ennuies un peu au début de soirée, c'est normal, ok? Ça commence à bouger à 23h, normalement. C'est-à-dire que quand ils ont un problème, ils savent nous trouver. Oui, mais t'as beaucoup, on est quand même la seule brigade avec qui il va mettre à la rue. C'est tout bon pour toi? Mais l'autre, t'es pas son père. Tu t'occupes de ça? Oui, un premier planton, c'est jamais facile. Rappelle-toi. Je t'attends dans la voiture. Ouais, je te rejoins. Et si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, le major est en souvenir. Ok? Merci, bon. Ici, c'est beau. D'accord. Bon, allez, je file. Bon courage. Merci. À l'heure. Ouais, à toutes. Bonsoir. Faut que je vous parle. Bonsoir. Est-ce que je vous sers un café? Non, merci, je veux porter plainte. Vous vous appelez comment? Daniel Christel, 45. Pardon, comment? 45. Je suis en couple depuis 15 ans, mais on n'est pas mariés. J'ai 2 enfants, 13 et 20 ans. Vous travaillez? Chez Modis. Depuis 20 ans, l'entreprise de pneus, là. Je suis cœur dans la mort. Très bien. Je vous écoute, la raison de votre plainte, du coup. Madame, vous savez, vous pouvez parler libre. Arrêtez. Vous pouvez pas arrêter votre ordinateur 2 secondes, là? C'est vos questions, là. J'ai l'impression que... Je suis épuisée. Il fait comme si de rien n'était. Lui? Mon compagnon. Avec les années, on prend tout pour acquis. La famille, l'amour.
sexe. C'est d'abord à lui que je pense. Sans plaisir d'abord. Il en a déjà assez avec le travail. Puis c'est le père de mes enfants. Je veux pas faire de vagues. Même si j'ai pas envie, je fais un effort. Ça arrive de pas avoir envie. On n'est pas des machines. Alors je dis rien. Juste... je bouge, je souffle. Mais lui continue. C'est comme ça depuis des années. Mercredi soir, ça allait trop loin. Il a forcé sans rien me demander. Il m'a sodomisé. J'étais tétanisée. Vous pouvez prendre une pause? Vous avez 20, 23 ans, c'est ça? 20. L'âge de mort. Ouais, d'accord, mais est-ce que je m'assure quand même qu'elle ait un petit acteur en dehors du domicile ou... Tu t'emballes pas. On n'est pas à l'abri qu'elle se soit fait sauter par tout le quartier. Bon, voilà ce qui va se passer maintenant. Moi, je vais finir d'écrire votre disposition pour pouvoir envoyer au procureur. Je veux plus. Pardon? Je veux plus laisser tomber. Non, mais vous faites ce que vous voulez, madame, pour retirer votre plainte, ça vous chante, mais moi, je suis obligé de rapporter les faits au procureur. C'est la loi. Mais quel con, putain. Mais pourquoi je suis venue ici? Mais je fous tout le monde dans la merde avec mes conneries. Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Mais vous comprenez rien, en fait. Ça va, Florent? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Saint-Martin, explique-nous, donc c'est quelque chose qui a été fait très vite en fait, qui a été écrit, qui a été tourné et qui a été... Ouais, ça, on a tourné ça sur une journée. On a écrit ça sur quelques jours. En fait, on a participé à un concours de court-métrage au Festival du film de demain de Vierzon, qui a chaque année fait un genre de challenge de court-métrage avec une thématique précise. Et cette année, c'était le consentement. Et voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, jamais j'aurais écrit son consentement. Et Paul m'a pitché un peu son idée, et puis on a écrit à deux, enfin voilà, avec une toute petite équipe sur une journée. Et donc, en fait, parce que je vois qu'il est déjà 15h30 et qu'il va falloir arrêter, et donc c'est affranchir aussi, filmer seul, c'est affranchir aussi de toutes les contraintes de production et aussi d'un gamme de producteur. Est-ce que toi, ça te manque sur tes projets, toi qui fais les deux, parfois avec un producteur et parfois sans producteur? Est-ce que ça te manque sur le gain de producteur sur tes projets? Bah, là, sur ce genre de projet, en fait, on n'a même pas trop le temps de se poser la question. Donc, en fait, c'est des films qui n'ont pas d'enjeu, vu qu'économiquement, tout le monde est bénévole. On vient avec notre gamelle. Enfin voilà, il y a un peu de budget au niveau matos, on emprunte aux copains qui connaissent bien les loueurs, etc. Enfin, on se débrouille vraiment, c'est de la débrouille. Donc économiquement, il n'y a vraiment aucun enjeu. Et ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, on a eu, alors pas sur celui-ci, mais on a eu un film par exemple qui a eu un achat de chaîne, enfin voilà, donc il y a des bonnes surprises comme ça. Mais en fait, le regard du producteur, on n'a pas le temps de se poser. Donc ça, c'est une école, mais moi je trouve ça intéressant quand même de travailler avec les producteurs parce que, en fait, on ne développe pas du tout sur le même temps. Et ça, c'est un peu des films un peu gestes, j'ai envie de dire, où on vomit un peu le film. Alors des fois, c'est raté, des fois c'est bien, enfin voilà. Mais il n'y a pas d'enjeu, c'est l'avantage. Et toi, Rama, je voulais terminer avec toi, évidemment, parce que toi, tu as
D'abord ma collègue. Merci. Parce que effectivement, alors Pascal, vas-y, raconte réponds à cette question. Non, en fait, je voulais plutôt parler, moi, en tout cas par rapport à moi, dans le sens où, comme je travaille sur certains sujets qui sont des sujets assez longs, il y a certains films où j'ai mis 6 ans pour le faire. Comment, en fait, emmener quelqu'un avec toi pendant 6 ans, poursuivre dans ton projet, sachant que tu as des temps précis où tu dois en fait rencontrer ton personnage. Par exemple, moi je faisais un film avec des films où j'ai fait avec une chanteuse, donc du coup j'ai fait pendant 6 ans parce que chaque année je devais aller tourner. Voilà, je devais aller tourner quelque part avec elle pour des raisons bien précises, et j'étais aussi dépendante en fait de son calendrier. Et du coup, c'est difficile parce que dans ce cas-là, j'ai commencé, déjà je filmais déjà tout seul parce que je venais du mouvement hip-hop et que je filmais mes potes qui faisaient du graffiti, etc. etc. Et du coup, en tout cas, c'est compliqué, c'est-à-dire que moi, dans ce cas-là, j'ai pas le choix, je suis obligée d'aller avec ma caméra, je note dans mon calendrier. Et forcément, il n'y a pas forcément les mêmes techniciens qui ont envie de rester avec toi pendant 6 ans, envie de te suivre parce qu'ils ont d'autres projets, ils ont d'autres calendriers qui sont différents des tiens. Et du coup, le fait de se dire, je suis obligée quelque part, je suis la seule personne qui a ce lien de continuité dans le temps, de tout le temps avec ma caméra d'aller pour pouvoir en fait rencontrer, enregistrer, filmer, etc., etc. Et cette question-là, de beaucoup de mes films, moi je les ai faits dans la durée. C'est-à-dire que moi les films en 2 jours, tu vois, je ne sais pas ce que c'est en fait pour moi. C'est la maturation, l'écriture, la confiance avec le personnage, aller tous les jours, etc. Ou une fois par an, parce qu'il y a quelque chose qu'on a construit ensemble et qu'il y a des cycles, des choses qui se passent et qui sont importants par rapport à l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc du coup, ça fait que quelque part, je suis obligée effectivement de filmer seul, quelque part, d'être dans une forme de débrouillardise pour pouvoir en fait produire en fait, cet objet. Voilà. Réaliser et produire cet objet, tu veux dire. Voilà. Ouais, produire, oui, complètement, puisque moi je suis sur. Apparemment, je pense que les thématiques, peut-être qui m'intéressent, intéressent difficilement à l'échelle française. C'est vrai que les projets en fait que j'ai fait toute seule, ou même le projet, par exemple, le film de La Femme Invisible. C'est un film, justement, j'étais frappée à toutes les portes de production ici en France. Personne ne voulait en fait faire ce film-là à l'époque. C'était en 2007. C'était sur les questions de discrimination dans le cinéma français. Et la manière dont en fait les corps noirs étaient utilisés par les réalisateurs, dans le sens où c'était toujours le rôle de la femme de ménage, de la prostituée, etc. etc. Et l'idée, c'était par rapport à ce projet de film, d'essayer de déconstruire en fait ces corps-là. Et du coup, j'ai fait toute seule, et c'est un film qui a beaucoup marché aux États-Unis, qui a eu des prix, etc. Mais c'est vrai que la notion du temps, en tout cas pour certains films, fait que quelque part on est obligé de filmer seul, etc. Parce que filmer seul, c'est produire seul, c'est distribuer seul. Distribuer seul. Au départ, j'ai commencé à inscrire le film La Femme Invisible dans des festivals, le festival de films de femmes de Créteil. Après, il y a eu d'autres festivals qui ont eu connaissance de ce film, et après qui m'ont demandé, et pareil aux États-Unis. Et puis là, en fait, moi, presque tous mes films sont distribués par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui en fait qui est une association qui distribue des films de femmes féministes, et qui raconte aussi, qui archive le cinéma de femmes féministes. C'est eux qui distribuent mes films, en tout cas pour la France. Et pareil aux États-Unis, j'ai une autre distributrice, mais c'est pareil aussi.
qui distribue des films de femmes aussi, mais plus dans les universités américaines. Voilà. Je pense que c'est un moyen, quand on ne trouve pas en termes de diffuseurs, en plus moi ça m'intéresse aussi la question de la transmission. Du coup, pour en tout cas faire distribuer ces films, quand je vois qu'est-ce que ça m'a coûté ce film-là, de La Femme Invisible, est-ce que ça m'a rapporté en le presque distribuant tout seul dans les universités américaines, si on compte le nombre d'universités américaines par rapport au sujet sur les départements afro-américains sudis qui ont acheté ce film-là, ben, en fait, ces questions, on parlait de la question de l'économie, ben, quand on fait aussi tout seul, du début jusqu'à la fin, et qu'on arrive à trouver une manière de distribuer en fait cet objet, des fois on est aussi, on peut être gagnant par rapport à ça aussi. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste pour finir, bon, c'est vrai que produire seul, distribuer seul, filmer seul, ça paraît énorme. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis jamais seule puisque j'initie et je suis coproduite. Donc moi je pars plus dans cet état d'esprit-là où je veux être maîtresse de mon film et je ne veux absolument pas être, pas être un être dépossédé, mais être trahi, voilà, sur mon point de vue, sur ce que je veux raconter. Donc effectivement, moi j'ai travaillé avec des coproducteurs. Quand j'ai commencé, c'était avec par exemple les frères Dardenne qui sont arrivés à la fin de mon processus filmique, au niveau de la post-production. Quand je démarrais, je trouvais ça super qu'ils arrivent pour un peu m'encadrer dans cet état d'esprit qu'ils ont, voilà, qu'ils avaient en tout cas. Et puis j'ai continué comme ça, c'est-à-dire à toujours initier et aller chercher des collaborateurs à la fin. Puis je travaille avec le Maghreb, donc j'ai toujours évidemment, pour aller tourner par exemple en Algérie, ou au Maroc, avoir des coproducteurs qui arrivent et ça nous permet comme ça d'avoir les autorisations de tournage, d'avoir la partie exécutive. Donc c'est une économie, on est quand même dans un système classique en fait, sauf que je veux pas en être dépossédée de mon sujet et de ce que je veux raconter, quoi. Mon regard, je pars du principe qu'un cinéaste c'est un regard et j'ai pas envie qu'il y ait un producteur qui arrive et qui me fait dire ce que j'ai pas envie de dire. Voilà, donc moi c'est donc la production, la distribution, bon mais là c'est pareil, c'est vrai que les États-Unis s'intéressent beaucoup à nous. Voilà, la diversité française intéresse beaucoup les États-Unis et c'est tant mieux. Donc moi j'ai tous mes films, tout mon catalogue qui est distribué aux États-Unis, qui est aussi sur une plateforme tunisienne. Mes films voyagent dans les festivals internationaux et c'est vrai qu'en France on a du mal à s'imposer. On est financé, on est formé, hein, en France, on fait nos études en France, on travaille en France, on a un regard quand même franco autre chose, hein, mais la France a du mal avec nos regards et nos subjectivités. Donc peut-être que ça va arriver, peut-être que la nouvelle génération va s'imposer d'une autre manière, mais je pense que oui, il y a quelque chose là qu'il faut interroger. D'où le collectif des cinéastes non alignés, et ça c'est pour conclure. Voilà. Merci beaucoup à vous tous.